Bonjour et bienvenue dans City Mag, votre magazine hebdomadaire qui met en lumière nos belles collectivités territoriales ivoiriennes. En effet, chaque semaine, nous posons nos valises dans une commune du pays pour vous faire découvrir son histoire, ses richesses et son potentiel économique. Cap aujourd'hui sur le chef-lieu de la région du Haut-Sassandra, Daloa. Une ville dynamique, chargée d'histoire et pilier économique de la Côte d'Ivoire. Dans notre City Tour, nous allons au sud de la commune et nous vous faisons plonger au cœur de la forêt sacrée de Beti Tapea. Dans le City Plus, gros plan sur la filière du cacao au sein du département entre richesse et défis. Enfin, le maire, M. Stéphane Auguste Beli, nous ouvre les portes de sa commune le temps d'une journée, puis lors d'une interview exclusive dans le City Meet. Mais avant d'entamer ce programme éclectique, démarrons avec ce cours d'histoire interactif sur la cité des Antilopes. Les Européens sont venus. C'est là que les colons sont arrivés. Les enfants qui n'ont jamais vu les colons, la peau blanche, vont commencer à crier « Daloa, Daloa, Daloa ». Ils appelaient leur papa, qui est Dalo. C'est comme ils pouvaient dire « À toi, mon père, Daloa, Daloa, Daloa ». La femme aussi a crié, parce que c'est la première fois qu'on voit les Blancs. C'est comme ça qu'ils ont crié. Donc, le Dalo là, il a dit, mais j'ai laissé la famille de l'autre côté, je suis en train de travailler là, qu'est-ce qui se passe? Donc, les Blancs ont écrit Daloa, Dalo, Dalo, c'est là. C'est sur ce malentendu que l'histoire de la ville de Daloa va commencer. Nos villages, les Galbains, ça dit Galeba, ceux-mêmes qui sont les ancêtres de Daloa, les villages, il y a Lobia, il y a Tazibou. Mais je voudrais dire, ouvrir un pan de l'histoire pour dire, si je dis Tazibou, mais je vais dire un nom, vous serez étonnés. Zawara. Ça, c'est le nom de ce village-là. Le nom typique, originel, Zawara. Il y a Labia, il y a Belleville, il y a Tagoura. Voilà les villages qui forment le Galeba. Au fil de son histoire, de la volonté du colon et plus tard de l'administration ivoirienne, Daloa va devenir une ville importante de la Côte d'Ivoire. Daloa est une zone de production économique avec l'industrie du bois. Voilà, nous sommes en zone forestière avec des scieries qui sont ici, GIBT, STBO. Donc, c'est une zone d'industrie du bois qui influence. Il y a aussi, c'est une ville de commerce, une ville commerciale. Et puis, c'est une ville administrative importante. Aujourd'hui, vous voyez que Daloa, la plupart des services, les directions régionales de l'administration publique et parapublique sont implantées à Daloa. Nous avons une intense activité économique ou une intense activité bancaire qui existe ici avec la succursale de la BCAO qui influence donc tout le centre-ouest. Il y a une importante activité scientifique avec l'université Jean-Louis-Guédé qui est prioritairement orientée vers l'agroforesterie parce que c'est une zone de production forestière, production agricole. Donc il faut une élite scientifique pour encadrer les opérateurs agricoles. Alors c'est vrai, nous travaillons dans les sciences humaines, mais tout ce que nous faisons comme recherche scientifique dans les sciences humaines doivent contribuer à valoriser les recherches agricoles, les pratiques agricoles. Donc, de ce point de vue scientifique, du point de vue économique, du point de vue commercial, Daloa est aujourd'hui un pôle important qui influence tout l'arrière-pays et tout le centre-ouest. Située dans la région du Haut-Sassandra, dont elle est le chef-lieu, et à 384 km d'Abidjan, la ville s'étend sur une superficie de 5305 km² et est délimitée au nord par le département de Vavois, au sud par le département d'Issia, à l'est par celui de Zuenoula et à l'ouest par Diokwe. Avec ses 319 427 habitants, la cité des Antilopes est la 4e plus grande ville de Côte d'Ivoire. Depuis 2023, la ville est administrée par Stéphane Beli Auguste. La roche éléphant de Brisebois, les singes de Beti Tapea,
la rivière sacrée de Gbedekiprea, la cathédrale Christ-Roi de l'univers, Daloa concentre de nombreux sites touristiques qui attirent de nombreux curieux. Et dans les allées du marché artisanal de la ville, des artisans font vivre le savoir-faire de la région. Terre originelle du peuple Bété, elle est devenue, au fil des migrations, une ville cosmopolite, symbole de la diversité culturelle de la Côte d'Ivoire. Elle rassemble une mosaïque de communautés venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Dans la cité des Antilopes se croisent Baoulé, Bété, Niabois, Malinké, Gouro, mais aussi Guinéens, Maliens et Burkinabés. Vous savez, le Bété, quand il se lève le matin, même la journée, quand il n'a pas eu d'étrangers, quand il n'y a personne, comme on dit chez nos parents, c'est nous faut Malinké, et bien l'agbareke, faut faire des libations, faut invoquer le mal des ancêtres. Je veux quelqu'un assis comme ça, et puis il n'a pas eu d'étranger. Donc le Bété faisait, en tout cas, des bénédictions, il faisait des libations pour qu'il y ait un étranger. Pour lui, quand il a un étranger, vraiment, il est content. C'est ainsi que nos parents sont venus par vagues. Je dis bien par vagues. Les premiers qui sont venus avec les colons, c'était les nordistes. La première personne, c'était Elayi Diaby Lassiné. Et il a fait venir ses frères. Voilà la première grande communauté. Et puis, les parents Akan sont arrivés. Nos parents, même Gouro, les voisins, sont arrivés massivement. Et nos frères d'à côté, les Niabois, sont venus. Et en tout cas, toutes les ethnies. Au-delà même de notre pays, les Voltaïques, ils sont arrivés. Donc nous formons ici avec eux une grande communauté. Et c'est comme ça, à cause de l'hospitalité de nos parents. Voilà, on ne fait pas de distinction. La communauté du Denguélé, par rapport à ce que nous sommes, les Malinké sont pour le commerce. Le Djoula, appelé communément les Djoula, alors nous avons opté pour le commerce. Et dans ça, nous avons été tentés par le café et le cacao du centre-ouest. On est venu vers Daloa pour venir faire ce commerce et chercher à nous aider nous-mêmes et notre famille et tous ceux qu'on a laissés derrière nous à Odéné. La convergence de toutes ces populations vers la ville de Daloa s'explique par l'attractivité économique de la région. Appartenant à la grande zone d'exploitation forestière ivoirienne, Daloa est la deuxième zone de production du cacao. Sa place dans la filière cacao fait d'elle un pôle économique important. La culture de l'anacarde, ou encore la présence d'une zone industrielle du bois où sont installées plusieurs scieries, font de Daloa une terre d'opportunités. Le département de Daloa, une terre d'opportunités qui a toujours attiré différentes populations grâce à ses nombreux atouts économiques, mais aussi culturels et écologiques. Située à environ 10 km au sud de Daloa, la forêt sacrée des singes de Betitapea en fait partie. Explorons ce joyau de biodiversité et de spiritualité. Ici, vous êtes sur le site touristique de Betitapea. Je me présente, je suis Rabé Ambroise. Et mon jeune frère s'appelle Despié Landry. Et c'est nous qui avons la lourde charge
de gérer ce site-là. Nous allons commencer maintenant à vous montrer le site. Ok, allez, venez avec nous. À Betitapéa, dans la forêt sacrée qui jouxte le village, se cache une colonie de singes. Ils sont les gardiens du village. Ni chassés, ni apprivoisés, ils cohabitent avec les villageois qui les vénèrent. Du fait de leur proximité et de leur intégration dans le quotidien des habitants, ils sont devenus une curiosité locale et un symbole pour le village. L'histoire qui unit les singes et les habitants de Betitapéa est vieille d'un siècle. Il faut remonter à une journée de 1915 où a eu lieu leur première rencontre. Alors, ces singes-là sont arrivés ici en 1915. Et comment? Un matin, notre grand-père, Rabé Bougué, est allé au champ avec sa femme et son nourrisson, Bougué Rabé Paul. Et arrivé au champ, ils ont fait coucher le bébé sous le préau, parce que chez nous, au champ, il y a toujours un préau où on se repose, où on va braiser une banane, où on va prendre un peu de repos. Et c'est sous ce préau-là qu'ils ont fait coucher le bébé. Et le couple travaillait jusqu'à ce que la mère entende les pleurs de son enfant, qui avait faim. Et elle court, elle va vers son fils pour l'allaiter, et elle le trouve dans les mains d'un singe. La mère qui a vu son bébé dans les mains du singe a pris peur, et elle allait appeler son mari, Rabé Bougué. Et Rabé Bougué qui est venu en grande enjambée avec une machette pour en découdre avec le singe. Et arrivé à la hauteur du singe, Bougué a soulevé la machette. Rabé Bougué a soulevé la machette pour pouvoir... voilà. Et dès qu'il a soulevé la machette, le singe qui tenait le bébé a fait ce geste-là. Et comme Rabé Bougué, notre grand-père, est un grand mystique, a compris le geste du singe. Et il a déposé tranquillement la machette. Quand bien même que le singe avait toujours son bébé dans ses mains. Et quand il a déposé la machette, le singe a déposé le bébé tranquillement où il l'avait pris. Alors, le bébé duquel on parle, c'est mon père, Bougué Rabé Paul. Dans la nuit qui a suivi cette rencontre, le singe à qui il a épargné la vie lui est apparu en rêve. Et c'est là qu'il lui a révélé que lui et les autres singes qui l'accompagnaient étaient les âmes des ancêtres revenus vivre parmi les vivants, faute de paix dans l'au-delà. C'est donc depuis ce jour qu'à Betitapéa, la vie des hommes se confond avec celle des singes. Nous vivons en parfaite harmonie avec les singes de Betitapéa. Les singes sont nos ancêtres. Parce que c'est les ancêtres, nos parents, nos aïeux, qui se sont transformés en singes pour vivre avec nous. Donc nous vivons en parfaite harmonie. Bon, vous savez, les dents sont dans la bouche et la langue est là. Mais souvent, la langue, les dents arrivent à pincer un peu la langue. C'est comme ça. Les singes, malgré leur façon de vivre, ce sont quand même des animaux. Mais souvent, ils viennent dans nos cuisines, ils prennent des œufs, même ils vont dans nos champs pour manger les fèves de cacao. Bon, ce sont nos ancêtres. On ne peut rien leur dire. Donc, on est toujours avec eux. Ce sont nos protecteurs. Voilà. Donc, pour moi, je dis qu'on est en parfaite harmonie avec nos singes. C'est les singes qui sont sacrés. Ils sont sacrés et
C'est des singes avec lesquels nous vivons partout. Ils rentrent dans nos maisons, dans nos cuisines, partout. Quand ils ont soif, ils rentrent dans les cuisines, ils boivent. Quand ils ont faim également, ils rentrent dans les cuisines. S'il y a de quoi manger, quand je dis de quoi manger, c'est-à-dire la banane, des avocats, la papaye, c'est des fruitivores. Donc, et c'est comme ça que nous vivons avec eux. Les singes là vraiment, ce sont nos arrière-parents, mais c'est seulement dit les gars nous fatiguent. Les gars nous fatiguent. Bon, souvent, il y a des poules qui veulent pondre. Maintenant, quand les gars voient les œufs, ils vont et puis ils prennent. Souvent aussi, même dans les maisons, on met la banane. Les gars rentrent. Maintenant, quand ils voient que la banane est mûre, ils prennent la banane. À la terrasse ici, on met souvent la maïs, comment dire, les choses, ils viennent là, ils prennent et puis ils s'en vont. Bon, nous, on ne peut pas faire autrement. C'est seulement dû parce que ce sont nos ancêtres. Parce qu'on ne peut pas les poursuivre, prendre des cailloux, les lapider, ça, on ne peut pas faire ça. Donc tout ce qui se passe ici, on accepte tout. Puis on n'a fait que là. C'est seulement dit, ce sont des choses sacrées. On ne peut pas aussi venir pour dire non que on veut les attraper, ou soit on fait tant pour les mettre dans tel coin. C'est pas possible. On est déjà habitués, donc tout ce qu'ils veulent, ce qu'ils font sur nous, on accepte ça. Parce qu'on est déjà habitués. On ne peut pas les lapider, on ne peut pas les chasser. Ils vont aller où? Déjà la forêt est déjà entourée, donc on ne peut pas. On peut aussi couper les arbres qui sont là pour dire qu'on va les chasser. Ils ne vont pas les couper, ça peut rester encore sur nos toits ici. Donc on fait avec. Le caractère sacré des singes leur offre une certaine immunité. Les habitants sont conscients du rôle déterminant qu'ils jouent pour l'équilibre du village. Et c'est par un geste cérémonial, un son particulier, que l'on peut les faire sortir des lieux. C'est sur ce mirador qu'il accourt, attiré par les fruits divers dont il est jonché. Il faut taper. Vous allez voir comment nous les appelons. Voilà l'opération qui consiste à appeler les singes. Et ces singes-là sont habitués à cet appel-là. Et quand ils entendent cet appel, s'ils ne sont pas à côté, dès qu'ils entendent qu'on tape, ils savent qu'on a besoin d'eux. Et ils viennent tout de suite. Il y a à peu près 100 singes, toutes races confondues, qui vivent dans la forêt sacrée. Et on retrouve à leur tête Pascal, le mâle dominant, ainsi nommé par les villageois. Âgé d'environ 5 ans, il aurait, selon le garant du site, remporté une lutte féroce contre un rival pour conserver sa place de chef. Nous avons ici 2 races de singes. Nous avons les mornes, qui sont en grand nombre, et les pitoris, qui sont minoritaires. Voilà. Et la cohabitation de ces 2 races est difficile parce que les mornes en grand nombre ne s'entendent pas trop avec l'autre race, les pitoris. Donc, ils vivent séparément. Ils vivent séparément. Il n'y a que nous, les villageois, qui savons que nous avons 2 races de singes. Sinon, les visiteurs qui viennent, il y a seulement les mornes qu'ils voient. Au-delà de leur statut d'attraction touristique, les singes sont avant tout perçus comme des messagers. Ils communiquent à travers les rêves et les songes, avertissant des dangers qui menacent les humains, mais aussi s'adressant directement à eux pour exprimer leur affliction. Le message que les singes nous apportent le plus souvent, si il y a un singe qui est agonisant dans le secteur, vous voyez un attroupement. Vous voyez un attroupement et il pousse des cris. Et si nous sommes à côté, tout de suite, nous allons voir ce qui se passe. Pourquoi cet attroupement? C'est comme ça
Ça, c'est un message direct que nous donnent les singes. Voilà. Bon, je vais... Attendez. À tout accompagner quand on parle de ça, on m'a parlé. Donc, nous nous croyons à Giva. Oui, allez accompagner. Nous allons maintenant voir la tombe d'un singe qu'on vient d'enterrer il n'y a pas longtemps. Nous les enterrons ici, dans cette forêt, parce que cette forêt, elle est faite pour cela. C'est une forêt sacrée, et ces singes-là, c'est une forêt où nous enterrons nos êtres vivants, plutôt nos parents qui décèdent, et aussi les singes qui décèdent, c'est ici que nous les enterrons. Et voilà une tombe d'un singe que nous venons d'enterrer il n'y a pas encore 3 mois. À Gbeti-Tapéa, la frontière entre les humains et les singes est fine. Ils perpétuent le dialogue entre les vivants et ceux qui sont passés de l'autre côté. Ils ont l'âme du village et sont les garants de l'équilibre entre l'homme et la nature. Les garants également d'un patrimoine culturel à conserver précieusement. Nous poursuivons notre exploration des richesses de la localité de Daloa et celle qui demeure incontournable, c'est bien ses habitants. Nous leur avons prêté notre micro et ils nous ont donné leurs impressions, leurs coups de cœur ainsi que ce qu'ils aiment moins à Daloa. C'est tout de suite dans l'interview express. Il m'a dit, voir quelque chose. Venez voir Daloa, vous allez voir quelque chose. Voilà, il y a la paix ici, il y a l'harmonie, il y a la gaieté. On s'aime entre frères et sœurs. Il n'y a pas de palabre ici. C'est l'harmonie, c'est la paix. On est ensemble, les gars. Merci. Bon, présentement, ce que je pense de la ville de Daloa, je trouve qu'ils sont en chantier. Au niveau de l'infrastructure, telles que les écoles, les routes, bon, c'est ce que nous constatons pour le moment. La ville de Douala d'abord, c'est une ville qui est vraiment agréable. En tant que touriste même, c'est une ville qui est ouverte à toutes sortes de personnes qui viennent découvrir cette ville-là. Il y a une culture même qui est là, le BT, les masses et autres. Donc vraiment, il y a la nourriture aussi qui est là. Vraiment, c'est une ville agréable à visiter. Je suis maman fair play, témoin des grands événements, c'est comme ça qu'on m'appelle. Partout où je suis passé, à Taï, à Yamsokro, à Dokwe et à Daloa aujourd'hui, je parle de la réconciliation. Je fais ça bénévolement à mon mari. Je veux la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Et j'en profite pour remercier mon président pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Moi, maman fair play, la réconciliation existe vraiment à Daloa. Nous sommes ensemble, nous vivons ensemble, les Morés, partout, tout, on les réconcilie. En tout cas, c'est le problème même qu'elle a, parce qu'il y a manque d'activité à Daloa, puis la vie est chère. Et puis le problème encore, ce qui fait que Daloa en retard, ils ne sont pas solidaires. Chacun est dans sa coquille. Tu vois, non? Chacun est dans sa coquille, puisqu'ils ne sont pas solidaires. Donc, ce qui fait que nous sommes en retard ici. Vraiment les difficultés là. D'abord même les entreprises, en tant que jeune même là, c'est vraiment difficile de pouvoir avoir un travail même stable ici à Daloa. C'est vraiment difficile. Donc les gens sont obligés, nous jeunes de Daloa comme ça, on est obligés d'aller se chercher ailleurs, soit à Abidjan. Bon, je prends un petit exemple même. Ici était décliné zone rouge de migration, c'est-à-dire partir en Libye. C'est si le réseau est né pour aller en Libye, tout et tout. Donc s'il y a du travail ici, est-ce que les gens vont se lever pour aller en Libye? Non, je ne pense pas. Pour moi, la ville de Daloa, c'est une très belle ville. Les voies sont très bien tracées, mais seulement qu'il manque des usines. Voilà. Sinon, c'est une très belle ville où on peut trouver du potentiel au niveau du travail. Il y a aussi le manque du travail aussi qui est là. Moi, je suis de Zagigia. Zagigia, c'est un grand village fort qui aime beaucoup le sport, qui aime la musique. Voilà. Pourquoi pas ce genre de truc à Daloa pour que Daloa soit vraiment animé, pour qu'on ressente que Daloa est vraiment la 3e grande ville du pays. Parce que c'est la 3e grande ville du pays en termes de superficie. Mais d'ambiance, de jeu, de autres, il n'y a rien à Daloa. Daloa est vide. Et nous, en tant que Dalassiens, on a vraiment besoin que
l'État pense aussi à Daloa. Daloa a vraiment besoin de ça. Voilà, Daloa toujours fort, Zaguiya fort. Merci. Il y a beaucoup de plein air, la journée, tu peux te distraire. Voilà, et puis là-bas, les gars accueillent bien. Voilà, ils accueillent les gens bien, pardon. Voilà, donc c'est tout. On vous invite à Daloa, venez massivement. Bisous. Voilà des habitants hauts en couleur qui aiment leur commune, c'est évident. Ensuite, nous ne pouvions vous présenter Daloa sans nous pencher sur la filière de l'or brun. Après des décennies de prospérité au sein de la boucle du cacao, quels sont aujourd'hui les atouts, mais aussi les défis rencontrés par les producteurs dans le département? On vous en dit davantage dans le City Plus. La région de Daloa a été l'un des premiers bassins cacaoyers de Côte d'Ivoire. À elle seule, elle a activement participé à faire du pays le premier producteur mondial de cacao. Aujourd'hui encore, ce sont des dizaines de milliers de tonnes de fèves qui partent de Daloa vers les grandes industries du monde, chaque année. Cependant, derrière l'or brun, la réalité est plus contrastée. Prix instable, réchauffement climatique, manque d'eau, maladies, c'est parti pour une immersion dans le quotidien des producteurs de cacao de Daloa. La culture du cacaoyer s'étend sur une période longue et exigeante, avec une première récolte significative à partir de 2 ans et demi jusqu'à 5 ans après la plantation. Bien que certains hybrides puissent produire plus tôt, le cacaoyer atteint sa pleine maturité et sa productivité optimale vers 7-8 ans. Une fois l'arbre mature, il faut 5 à 6 mois pour que les cabosses mûrissent. Pour faire le cacao, il faut d'abord choisir le sol, le lieu. On ne fait pas le cacao dans les bas-fonds, ni dans les sols, caillouteux, gravillonnaires. On fait ça dans les sols profonds et riches. C'est pour ça que c'est en zone forestière que le cacao réussit beaucoup. En zone forestière, les sols sont riches. Mais même si les sols sont riches, il ne faudrait pas que dans le sol, il y ait assez de gravier, ni des sols latéritiques, où à moins d'1 mètre de profondeur, on trouve un sol latéritique. Parce que la racine du cacao va jusqu'à 1,5 mètre de profondeur. Donc si le sol n'est pas profond et que vous mettez le plant dans le sol, vous allez voir qu'à 2 ans, 3 ans après, le plant commence à mourir. Et vous pensez que c'est des attaques, ce n'est pas des attaques. La racine pivotante, qui est la racine principale, qui est elle qui puise l'eau pour donner aux racines axiales pour nourrir la plante, ces racines-là ne peuvent plus puiser l'eau. Voilà. Donc, il ne peut pas puiser, donc la racine se retourne. Et dès qu'elle se retourne, la plante meurt. Donc il faut des sols profonds, adaptés au cacaoyer. Et ce que j'ai cité, éviter les sols gravillonnaires, éviter les sols caillouteux et éviter les sols latéritiques. Et donc les sols riches. Pour commencer à planter du cacao, il faut préparer les terrains. À l'heure actuelle, là, on fait champ de yam. Puis on fait sachet. Sachet, là, on les classe à système V2. Pour commencer à faire sachet. Là. On dit les bons champs, ça commence par les pipières. Après, maintenant, il faut chercher les cabosses. Et puis, il faut planter sur les sachets. Après 3 mois, et puis l'entretien, l'arrosage. Après 3 mois, il faut l'évacuer maintenant sur les champs. La semence recommandée, c'est la semence Sénéra. Il faut prendre la semence Sénéra. N'allez pas prendre les cabosses avec vos amis planteurs pour venir faire de la pépinière. Vous prenez les semences Sénéra. Ça, ce sont des semences vraiment recommandées. Parce que la production par hectare, c'est autour de 4 tonnes, 5 tonnes, 3 tonnes et demi, 4 tonnes. Alors qu'en milieu villageois, quand vous prenez les semences avec vos amis paysans, vous allez vous retrouver à 800 kg, à 1 tonne à l'hectare. Et ça aussi, c'est très important. Et c'est ça qui fait que la production baisse. Parce que les gens ne vont pas au CNRA pour chercher la vraie semence. Ils prennent la semence entre eux, et ils vont faire la culture cacaoyer. Et ça ajuste la production. La pépinière dure 6 mois. Entre 5 et 6 mois, vous faites une bonne pépinière dans les sachets. Entre 5 et 6 mois, la pépinière, il faut planter. Et la trouaison, il faut faire une bonne trouaison. De 40 cm sur 40 cm. 40 cm de profondeur, 40 cm de diamètre. Et il faut faire 3,20 m ou 3 mètres et 2,50 m sur les lignes. Voilà. Entre les lignes, 3 mètres et sur les lignes, 2,50 m de distance. Il faut respecter ça. Ça fait 1320 pieds à l'hectare. Et quand un pied peut donner 3 kg, vous calculez, ça fait le nombre de tonnes. C'est pour ça qu'il faut planter en ligne
pour connaître le nombre de pieds que tu as. Comme ça, quand un pied meurt, vous pouvez le remplacer. Vous faites le planting et à partir de 2 ans, 2 ans et demi, la semence sénéra, à partir de 2 ans, 2 ans et demi, ça commence à donner. Alors que la semence des paysannes, il faut faire peut-être 3 ans, 4 ans, avant que ça puisse commencer à donner. Pour faire la récolte, si tu finis, il faut appeler les voisins pour venir à ton aide, pour cabosser en un jour. On ne cabosse pas avec la machette. On ne cabosse pas avec la machette, c'est avec des bois. Quand on tape le milieu, ça se fait en deux, puis tu prends ta main, tu enlèves. C'est interdit de... Quand tu casses avec la machette, ça touche les grains qui sont dedans. Oh, cela n'est pas bon. La prochaine étape, quand tu finis de cabosser, c'est la fermentation. La fermentation durait 1 semaine. À 1 semaine maintenant, il faut l'évacuer maintenant sur le coin de chercher. Le coin de chercher aussi, on prépare un truc là. Et puis on dépose ici, ça, en fonction de ça, on cherche les cacao. Quand c'est sec, on met dans un sac ordinaire. C'est interdit de mettre 6 sachets en caoutchouc, non. Sac ordinaire. C'est 6 sacs qu'on met dedans. Un cacaoyer peut produire pendant 25 à 40 ans. Mais après 20-25 ans, les rendements baissent fortement si la plantation n'est pas renouvelée. En Côte d'Ivoire, il y a généralement une grande récolte, d'octobre à mars, et une petite récolte d'avril à septembre. À partir de septembre, c'est là le cacao commence à... Le cacao qui en va déjà, qui est un peu grand, ça commence à mûrir et puis on enlève un peu, jusqu'à la rentrée des élèves, un peu pour se débrouiller à payer notre cahier de nos enfants. Voilà. Donc après, c'est avril là, bon là maintenant ça commence à va monter un peu. Jusqu'à décembre, bon, on va qu'on gagne mieux, jusqu'à janvier, on gagne plus. Ici, chaque campagne commence par la même question. À quel prix sera vendu le cacao cette année? Au moment de notre reportage, le prix Borchamp est fixé à 2200 francs CFA le kilo. Un prix en hausse, mais qui ne garantit pas toujours une rentabilité pour le planteur. Malgré que le prix soit relevé, mais c'est quand on a du cacao qu'on peut vendre. Même si le prix est payé à 10 000 francs le kilo et que tu n'as pas de cacao, tu seras toujours pauvre puisque tu n'as pas de cacao à vendre. Mais aujourd'hui, ceux qui ont les vergers jeunes et qui ont la bonne semence, qui ont de la bonne variété, ils arrivent à s'en sortir. Parce que quand tu as de la variété comme la variété du Sénéra, qui pousse très bien et qui fait 3-4 tonnes à l'hectare, malgré le changement climatique, le planteur va s'en sortir puisque le prix est en plus relevé. Mais quand vous avez un verger vieillissant de 45 ans, de 50 ans, mais naturellement la production baisse. Et quand la production baisse et que vous n'avez pas les moyens aussi pour entretenir le champ parce que la production baisse, alors vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Malgré les efforts des cultivateurs et l'accompagnement d'organismes tels que le CNRA, des difficultés liées à l'absence de pluie, au manque de moyens de transport, entre autres, rendent la culture du cacao difficile. Les difficultés que nous rencontrons, donc c'est en matière... Lorsque tu as fini de planter le cacao, il faut de l'engrais pour produire plus. Donc c'est avec l'aide de l'engrais et puis l'aide de transformation, transporter. Et il faut transporter, aller à la maison, il faut un moyen de déplacement, au moins tricycle. Avant, c'était les camions, mais à l'heure actuelle, là, c'est avec les tricycles, moto 3 roues. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Il ne pleut plus comme avant. Donc, avec le soleil là, ça ne marche plus comme avant. Il faut forcément avec de l'engrais pour que ça puisse se rattraper. Et dans les années 70-80, Daroua faisait vraiment partie de la ceinture des régions productrices du cacao. Mais à partir des années 2015-2010, cette production a connu une chute vraiment dramatique. Et cette chute est liée non seulement au changement climatique, mais aussi à des variétés qui ne sont pas adaptées à ce changement climatique. En plus, il y a des maladies aussi qui se sont ajoutées à ce changement climatique, notamment le chelen shoot, qui fait des ravages à travers toute la Côte d'Ivoire. Et donc, Daroua n'est pas en reste de cette maladie-là. Et tout cela a favorisé la chute du cacao dans la zone des Dalois. Le swollen shoot virus est l'une des maladies les plus graves du cacao en Côte d'Ivoire. Il provoque un gonflement des tiges, un jaunissement des feuilles et une chute rapide de la production.
Le problème, c'est qu'il n'existe pas de traitement curatif. La seule solution est souvent d'arracher rapidement les arbres contaminés pour éviter la propagation. Cela représente une perte énorme pour les producteurs. Avec d'autres collègues qui font la recherche sur le shoot and shoot, c'est un virus qui est transmis aux cacaoyers par des vecteurs qui sont des cochenilles. Voilà, donc il transmet le virus aux cacaoyers. Et puis, dès cet instant, les dégâts se mettent en place. Et ça aboutit vraiment dans un temps peut-être plus ou moins long, ça va aboutir totalement à comment dirais-je, à un rendement zéro de la culture. Le problème se situe essentiellement dans l'affaiblissement même du système de défense de la culture, du système de nutrition de la culture. Donc c'est ainsi qu'on l'associe même au sida. Voilà, les effets que le sida produit chez l'homme, c'est pratiquement la même chose que le shoot and shoot produit chez le cacaoyer. Entre maladies, réchauffement climatique et pression économique, la filière cacao de Daloa affronte de nombreux défis. Mais la mise en place de systèmes d'irrigation des champs, la mise à disposition d'engrais pour les planteurs et l'intensification de la formation, le cacao de Daloa pourrait retrouver ses lettres de noblesse. Ce que nous demandons à l'État, c'est pour venir à notre l'aide financière pour qu'on puisse avancer avec le cacao. Si nous ne l'aidons pas là, le cacao risque de disparaître. Aide là, avec de l'engrais, avec suivi, avec la formation. Avec l'aide de l'État, le cacao peut revenir comme avant. Le cacao reste le pilier de l'économie locale. À Daloa, comme dans toute la boucle cacaoyère, des milliers de producteurs continuent de cultiver l'espoir, fève après fève, pour que l'or brun ivoirien continue de rayonner dans le monde. Et il continuera de rayonner si les initiatives continuent d'être prises en ce sens par les autorités étatiques et locales. Le premier magistrat de la commune, M. Stéphane Auguste Gbeli, a bien voulu partager avec nous son quotidien au contact des populations et dans le suivi des chantiers en cours. C'est parti donc pour la journée avec l'élu dans le City Meet. C'est une journée chargée, mais ordinaire pour M. Stéphane Auguste Gbeli, premier magistrat de la commune de Daloa. Au programme, une série de visites de communautés ethniques et de chantiers en vue de s'assurer d'une part de leur cohésion et d'autre part de leur bon avancement. Aujourd'hui, c'est une journée qui marque donc la visite des chantiers, donc aussi qui sera marquée par la visite donc, des différentes communautés, dont le Woroba et la communauté d'An. Alors, comme je le disais, nous avons décidé en conseil municipal donc, de changer carrément le visage de la ville. Le rond-point de Daloa, il marque l'intersection donc, entre les 4 grands axes. Donc l'axe d'Issia, l'axe de Mans, l'axe de Vavois et celui d'Abidjan. Aujourd'hui, ici, l'emblème donc, de la ville, ça sera l'antilope. Il sera marqué sur ce que vous voyez là. Et ensuite, dans le bas, donc, un jet d'eau. Alors ici, les travaux sont prévus pour être livrés fin septembre. Nous venons donc de faire la visite du chantier du rond-point. Nous allons donc dans la communauté du Woroba pour échanger avec les différentes populations sur la question de la cohésion sociale, avant de revenir à l'hôtel de ville pour la visite des chantiers. Je vous remercie. Merci. Alors nous sommes dans la communauté du Woroba. Nous avons décidé d'entreprendre donc une tournée dans les différentes communautés à l'effet de sensibiliser les populations sur la cohésion sociale. Vous voyez, à l'orée donc des élections,
Nous sommes toujours donc à la croisée des chemins. Nous sommes donc dans l'anticipation à l'effet donc que Daloa reste le havre de paix qu'il a toujours été. Je vous remercie. Bonjour maman. Ouais. Bonjour maman. Amin, amin. Amin. Amin, amin. Amin. Ouais. Vous voyez que je ne suis pas très loin. C'est avec une joie, je dirais inestimable, que je prends la parole aujourd'hui dans cette communauté. Nous venons de finir avec la communauté Yoruba, avec qui nous avons échangé sur la cohésion sociale. Nous rendons maintenant donc dans la communauté Dan pour donc véhiculer le même message. Bonjour papa. Bonjour honorable. Bonjour. Bonjour papa. Papa, comment ça va? Oui, ça va bien. Bonjour papa. Bonjour. Maman, comment ça va? On a dit ta mère. Vous allez bien? Ouais. Ça va, de parler au chef que vous êtes, aux responsables donc de jeunes que vous êtes, pour qu'en retour vous passiez le message dans les différentes bases. Nous sommes sur le site donc, de l'hôtel de ville de Daloa. Il faut dire que dans le souci d'optimiser le fonctionnement donc, de la mairie, nous avons décidé de regrouper tous les services. C'est donc le service d'état civil, le service socio-culturel, le service technique et le secrétariat général. Le bâtiment est construit sur 3200 m² et il contient 55 bureaux. Là, nous sommes au service financier. Nous allons donc tout de suite monter vers le bureau, le cabinet du maire. Nous sommes sur le site donc, du Grand Marché qui donc, a débuté il y a cela 3 ans, qui est donc en finition. Nous avons entrepris avec le conseil municipal donc, cette initiative pour permettre aux commerçants de travailler dans de bonnes conditions. Nous venons donc d'avoir une journée formidable en votre présence, une journée très enrichissante. Nous avons pu démontrer aux téléspectateurs et à tout le monde et aux différentes populations que nous sommes à la tâche. Une journée bien remplie, comme vous avez pu le voir, et surtout de belles initiatives créatrices d'emplois, garantes du dynamisme économique de la ville. Nous passons à présent à l'entretien en aparté avec le maire de Daloa, au cours duquel il nous partage ses centres d'intérêt, les actions de la mairie et ses ambitions pour la commune. C'est l'interview de l'élu, toujours dans le City Meet. Merci à vous, monsieur le maire, pour cette interview spéciale. Merci de nous accorder de votre temps, malgré un planning que nous savons très chargé. Monsieur Beli Stéphane, avant d'entrer dans le détail de votre mission, de votre vision, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos passions en dehors de votre fonction? Eh bien, merci de me donner l'opportunité de parler de donc, ma vision et de ce que je suis. On va dire que je suis très famille, donc je passe la plus grande partie de mon temps à éduquer donc, mes enfants comme j'ai reçu l'éducation de mon père. Je suis adepte donc, de la marche, je suis un fan donc, du blues, je suis donc, un fan du basketball, donc je regarde les matchs jusque très tard donc, les soirs. Voilà un peu ce que je fais. Est-ce que vous jouez au basket?
Alors, c'est parce que je n'ai pas pris la taille qu'il fallait, sinon j'étais un grand joueur de basketball. D'accord. J'ai fait l'école militaire, j'étais un des meilleurs joueurs de cette école. Très bien, c'est bon à savoir. Le lundi 17 décembre 2018, à 34 ans, vous êtes élu le plus jeune maire de l'histoire de la commune de Daloa. C'est cela. Nous imaginons que cette fonction que vous occupez n'est pas de tout repos. Quelles sont les difficultés les plus marquantes auxquelles vous ayez eu à faire face depuis votre entrée en fonction? Alors, le 17 décembre 2018, parce que nous sommes à une élection donc, à suffrage universel indirect, donc qui se joue à 2 tours. Nous avons donc le peuple qui élit donc la liste et ensuite la liste qui se retrouve pour élire donc le maire. Le maire, donc, oui. Tout de suite, la liste a décidé donc, malgré le fait que je ne sois pas tête de liste, de me porter à la tête de la commune. Donc tout de suite, ça a été une guerre donc, de clans qui a duré sur 2 ou 3 années. Il a été très difficile pour moi, parce qu'à mon jeune âge, il fallait faire face à certaines difficultés de ce genre. Mais on peut dire que ça a été un passage qui m'a forgé l'esprit et qui m'a permis de connaître l'homme. L'être humain. L'être humain. D'accord. Aujourd'hui, ça va. Ça a été la partie la plus difficile donc, de ma gestion communale. Comment s'articule votre programme de santé communautaire ou de sensibilisation à la santé publique? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes un démembrement de l'État. Donc, nous agissons à la petite échelle, ce qui se fait, donc, on va dire, à la grande échelle. Effectivement. Nous avons une direction régionale de la santé avec laquelle nous sommes, on va dire, permanemment en contact sur cette question donc, de projet. Nous arrivons, donc, parce que nous sommes politiques, à donner l'appui qu'il faut. Donc, en termes de sensibilisation par le canal des meetings, le canal des radios de proximité. Et ce qu'il faut retenir, c'est que nous ne pouvons que construire des établissements sanitaires sur la base des demandes des populations. Mais tout le reste, on va dire, à faire par la direction régionale de la santé, parce que nous n'avons pas donc de techniciens dans ce domaine. Nous sommes obligés, et notre devoir, c'est de travailler à soulager les populations. Nous pouvons construire donc, des établissements sanitaires, nous pouvons sensibiliser sur donc, des points bien indiqués par donc, la direction régionale de la santé. Nous pouvons faire le travail, nous travaillons en parfaite harmonie avec donc, cette direction. Voilà un peu le point. La ville de Daloa est une ville particulièrement jeune. Qu'est-ce qui est mis en place pour cette jeunesse? Comment vous leur permettez d'accéder à la formation, par exemple? Alors, la chance que nous avons à Daloa, c'est que nous avons le ministre de la Jeunesse, président donc, du conseil régional, le ministre Mamadou Touré, qui est natif de Daloa. D'accord. Donc, qui est fils de la région. Et comme je le disais dans mes propos, nous sommes un démembrement de l'État. Ici, nous avons l'agence emploi jeune qui a été mise sur pied par le ministère de la Jeunesse, qui travaille à l'insertion des jeunes, avec qui nous sommes constamment en contact au niveau de mon cabinet pour traiter le problème, donc, on va dire, de cette jeunesse-là. Malheureusement, nous sommes une zone frappée par cette histoire d'immigration clandestine. Donc, avec le ministère de la Jeunesse, nous travaillons à ce que donc, ces fléaux-là soient derrière nous. Nous avons entrepris de grandes démarches, donc, telles que des partenariats et des jumelages qui sont en cours, qui pourraient nous permettre de construire des usines, qui pourraient nous permettre de construire des infrastructures pour embaucher donc, ces jeunes, on va dire, pour donner du boulot, pour trouver du travail, on va dire, pour ces jeunes. L'immigration clandestine est aujourd'hui une affaire de mode. Malheureusement, parce que l'enfant de Bintou a pris une photo donc, sur les Champs-Élysées, il faut que l'enfant de Série aussi fasse de même. Il y a plusieurs structures qui travaillent donc à insérer et à faire revenir les enfants qui sont partis de façon illégale donc, en Occident. Ici, au niveau de notre zone, avec le ministère de la Jeunesse, nous travaillons main dans la main à sensibiliser d'abord les parents et à leur faire comprendre que l'Eldorado, c'est ici. Plusieurs projets, comme je le disais, sont en cours, qui pourraient donc leur permettre d'avoir donc du boulot, du travail et de s'occuper donc de leurs familles respectives. D'accord. Parce qu'ils espèrent
avoir donc la richesse tant souhaitée en prenant donc ces voies donc illicites. Alors, comme ça, quelle est votre ambition ou votre vision pour Daloa dans 10-15 ans? La gestion des collectivités est assez complexe. Ça me permet de dire un mot dessus. Nous avons un budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses. Oui. Comment cela signifie que tu investis sur la base de ce que tu reçois. Comment je prenais la tête de la commune avec mon équipe, le budget était à 1,2 milliard. Pour 300 millions environ donc, de budget en investissement. Bon, donc en 2018. En 2018. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes à 4,8 milliards. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour pouvoir booster le budget, il faut formaliser les recettes. Très bien. Il faut travailler de sorte à ce que les recettes soient consistantes. Donc, ce qui te permettra donc à la vérité de pouvoir faire des investissements. C'est forcément maintenant que je suis dans la phase donc, des grands investissements. Ce que j'ai comme vision pour Daloa, c'est une ville donc, développée, une ville émergente donc à l'horizon 2030-2035. C'était donc le maire de Daloa, M. Stéphane Auguste Gbeli, un homme de vision et de conviction, acteur de cohésion sociale au sein de sa commune. Voilà, nous arrivons au terme de ce numéro de City Mag consacré à Daloa, commune d'histoire, de culture, d'échanges commerciaux, mais aussi commune d'avenir grâce à ses nombreux atouts et son dynamisme. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise en lumière d'une autre collectivité, toujours dans City Mag.